Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui est un podcast avec Delphine. Delphine qui est kiné, qui a fait une reconversion pro. Et je trouve que c'est intéressant comme cheminement, le reconversion professionnelle. On parle pas mal en podcast avec Eric et Dao de justement peut-être les changements que peuvent provoquer cette période, peut-être des remises en question, peut-être des changements professionnels ou des nouvelles orientations. Donc, je vais lui poser pas mal de questions à ce sujet-là, puis un petit peu où est-ce qu'elle en est avec son boulot actuel. Donc, actuellement, tu es kiné. Avant, tu étais quoi? Tu étais ingénieur, c'est ça? Ouais, j'étais ingénieur. Ok, qu'est-ce qui t'a poussé à faire une reconversion? Parce que kiné, tu as passé combien de temps? Tu as passé 3 ans ou 4 ans d'études, c'est ça? Avec la 4 prépa? ans. 4 ans. Donc, qu'est-ce qui a poussé le fait que tu te dises à un moment, tiens, je suis ingénieur et je vais passer kiné? Qu'est-ce qui t'a motivé à être kiné? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette idée-là? Qu'est-ce qui t'a créé de la stimulation ou autre? Bah, plein, plein de choses. En fait, c'est un parcours qui s'est vraiment construit depuis super longtemps. Ça a été, j'ai fait ingénieur, mais je voulais faire médecine. Ensuite, bah, j'ai croisé pas mal de kinés sur ma route. J'ai fait beaucoup de sport. Des arts martiaux, de l'escalade et tout ça. J'ai croisé des gens qui s'intéressaient au corps, pas que dans l'aspect sportif, aussi dans l'aspect blessure, etc. Et j'ai fait une formation de shiatsu qui était D'accord? assez longue pendant 7 ans. Et ensuite, bah, petit à petit, le désir d'aller plutôt vers ces voies-là m'intéressait beaucoup plus. Et puis, il y a eu rupture, il y a eu plan social économique dans ma boîte. Donc, j'en ai profité. En fait, j'ai profité de l'occasion pour passer le concours. Et puis, je l'ai eu. Donc, j'ai franchi le pas. Et t'aurais pas pu, par exemple, ne faire que du shiatsu, devenir praticienne shiatsu? Ça t'aurait pas plu? Qu'est-ce qui a fait que t'as plutôt, tu t'es plutôt orienté vers à nouveau repartir en formation, plutôt que profiter des 7 années que tu avais déjà effectuées, peut-être que tu commençais à maîtriser? La situation économique, si j'avais fait que du shiatsu, pas été assez viable. Mhm. Ça, c'était le point majeur. Ah ouais, Et ensuite, pourquoi? euh, Parce que tu penses qu'un shiatsuka, aujourd'hui, dans les contextes actuels, c'est difficile de vivre sa vie avec, juste en devenant shiatsuka. c'est pas forcément difficile, mais ça me correspondrait pas dans le sens où moi, j'avais 2 enfants, un appart, un mari, enfin, des contraintes financières assez élevées, Ouais. des études à payer et tout ça. Et je voulais une situation, moi, j'aime la sécurité, donc je voulais une situation où je pouvais voir à 2 ans, à 3 ans, où je me pose pas trop de questions sur ma situation professionnelle. Et le fait de faire que du shiatsu, pour moi, ça pouvait pas répondre à ma sécurité intérieure de ce point de vue-là. D'accord. Et si tu n'avais pas eu le plan social, est-ce que t'aurais sauté le pas? Non, non, D'accord. non, il me fallait un coup de pied au cul, hein. Il me fallait vraiment un électrochoc. Euh, il me fallait, pareil, bah, le plan social, c'était les conditions économiques, parce que pour faire 4 ans d'études, il me fallait des conditions économiques vivables, hein. Ce que j'allais te demander, c'est que en fait, t'as eu dans ton plan, tu as eu une formation payée, en partie payée, comment ça se passait? Non, ils ont absolument pas payé la formation, D'accord. mais, euh, mais j'ai eu le package du plan social. Partie, ouais, ouais, Et ouais. j'ai eu le chômage. Donc, en fait, c'est ce qui m'a permis de tenir 4 ans. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Et alors, comment ça s'est passé dans ta tête? C'est-à-dire que tu avais touché un peu au corps. Toi, tu es quand même de base ingénieur. Alors, comme tu as dit, c'était intéressant, tu aurais voulu faire médecin. Tu as fait ingénieur par obligation, pression familiale, j'imagine? Même pas juste par peur, parce qu'il y avait deux voies en fait possibles, ou médecine ou ingénieur. Et dans ma famille, tout le monde est ingénieur. C'était une voie facile. 5 ans d'études, je serais diplômée après, j'avais un travail, un salaire. Dans l'autre cas, il y avait un concours hyper difficile, je ne savais pas si je l'aurais. Il y avait 10 ans d'études. En gros, personne comprenait pourquoi j'allais me foutre dans cette galère-là.
Et moi, Tu j'étais n'étais pas pas soutenu influente. à ce moment-là? Tu sentais que, vu que tout le monde était ingé, tu n'étais pas du tout soutenu dans cette démarche? Ouais, voilà. Enfin, non, non, j'étais pas soutenue. Et puis, j'aimais quand même beaucoup les maths, en fait. Donc, enfin, ça, il y avait une partie de moi quand même qui se disait, ouais, bah, enfin, faire ingénieur, c'est aussi quand même continuer à faire des maths. J'ai cru. T'as cru, ouais, ouais. Ton expérience, t'es resté combien de temps dans l'ingénierie? Plus de 15 ans. Plus de 15 ans, d'accord. Donc au bout de 15 ans, tu commençais à voir déjà que ça te plaisait. Ça te plaisait comment? Ça te plaisait bien? Ça te plaisait un peu? Ça te plaisait simplement parce que ça te sécurisait, ça te rapportait un salaire? Comment tu percevais sur ton boulot à cette période-là? Euh, C'était assez difficile dans la mesure où en fait je passais des très bonnes journées, j'avais des collègues super sympas, enfin tout allait très bien, mais ce que je faisais n'avait aucun sens. D'accord. Aucun sens, aucun sens. Je pouvais travailler 6 mois sur un truc, au bout de 6 mois, on le foutait à la poubelle. Mine de rien, le domaine dans lequel j'exerçais, pour moi, ne servait à rien. Donc à part que je passais quand même des bonnes journées avec des gens sympas et que j'étais payée, mais sinon, ça, vraiment, je ne pouvais pas réfléchir au-delà du quotidien, sinon j'étais effondrée de penser à quel point je servais à rien, quoi. D'accord. Donc là, tu recroises des choses dont on a un peu évoqué avec Eric et Dao, notamment cette notion de sens qu'on peut donner. On avait vu ça sur la valeur qu'on pouvait mettre sur les choses. Et au bout d'un moment, on était arrivé à croiser la valeur au sens, le sens que tu vas y mettre. Là, ton travail d'ingénieur, au bout d'un moment, ou assez rapidement, n'avait pas de sens dans le sens, quoi, dans l'idée d'une d'une utilité à venir ou importante pour la société. C'est quoi pour toi le sens à ce moment-là? Oui, c'est une utilité, c'est quelque chose qui amènera, qui a une plus-value quoi, pour les gens, pour. Enfin, j'ai quand même j'ai servi le plan social moi, parce que moi mon boulot c'était de monter une équipe en Inde, enfin des équipes en Inde et en Chine pour qu'ils fassent le boulot qu'on faisait nous. Génial. Oui, exact, tu me l'avais dit. Et ouais, exact, exact. J'ai Donc, quand en même moi, gros, fait très très bien mon travail. c'était fait pour ta boîte et en plus, c'était fait pour te faire virer. Donc, c'était plutôt pas mal comme concept. Ça a pris du temps, hein, ça a pris du temps, mais mine de rien, j'ai bien fait mon travail puisque nos équipes étaient parfaitement autonomes, elles ont parfaitement acquis nos technologies, elles ont parfaitement su faire ce qu'on leur demandait. Donc, C'est dingue. C'était quoi? C'était des équipes qui appartenaient à l'entreprise ou des personnes extérieures à l'entreprise en Inde? alors non, non, c'était des personnes on a créé les pôles en D'accord. Inde et en Chine, quoi. D'accord. D'abord C'est en Chine. c'est quand même des pôles d'entreprise. Parce que hier, j'en parlais avec le travail dont on parlait hier de CDI et tout ça. Et je disais, la problématique actuelle qui se trouve énormément, c'est qu'il y a beaucoup de consultants et de personnes d'endroits différents qui rentrent ou qui sont dans des pôles d'entreprise et qui repartent avec la compétence. Toi, tu avais une compétence interne et je voulais savoir si cette compétence interne est allée encore en interne, même si c'est en Inde ou en Chine, ou si c'était dilué dans des entreprises moins chères, mais qui étaient juste payées par l'entreprise. Non, nous, on a monté des bureaux en Chine, en Inde. D'accord, ok. Et donc, ouais, donc, licenciement, tu as accepté direct le package, t'aurais pu négocier, tu aurais pu foutre le bordel, le souk ou quelque chose, ou dans ta tête à ce moment-là, est-ce que c'était déjà une idée qui avait germé en amont, type, ouais, j'aimerais bien un jour faire quelque chose, et comme tu me dis, il me fallait un coup de pied au cul pour que ça le fasse, ou c'est vraiment au moment où tu as commencé à entendre parler du plan, où tu t'es dit, oula, il va me falloir moi un plan B. Alors, ça faisait longtemps, ça faisait un sacré moment que je me disais, enfin, quand j'ai fait le shiatsu et tout ça, j'avais déjà quand même réfléchi à faire autre chose, à trouver du sens dans autre chose et tout ça. Donc, je savais que ça allait être difficile de continuer dans cette voie-là très longtemps. Enfin, je le sentais venir.
Ouais. Après, le plan social, on ne l'a absolument pas vu arriver. Il nous est tombé dessus. Ça a été une hyper grosse surprise. On ne s'attendait pas à ce qu'ils ferment le bureau de Paris. Nous, ce n'était pas personnel parce qu'ils ont vraiment. Tu étais dans une grosse boîte. C'est une grosse Ouais, SA, ta boîte, ouais. ouais. On ne s'attendait pas à ce qu'ils ferment le bureau de Paris, puisqu'ils ont viré tout le monde. Donc, au moins, ça évitait de le prendre personnellement. C'était pas Pierre, Paul ou Jacques qui faisait problème. Ils ont viré tout le monde. Et moi, j'ai eu du mal. Le plus dur, ça a été parce que j'étais dans une position que je trouvais hyper stable. Ouais. Et j'ai eu du mal à gérer cette instabilité-là, cette illusion de stabilité qui s'écroulait. Elle m'a bien fait mal. Et oui, j'ai eu un gros moment de vide, quoi. Après, le moment de vide, voilà, j'étais bien entourée parce que j'avais des collègues super sympas. On était tous dans le même bateau. On s'est beaucoup serré les coudes. Ouais. On n'a pas eu tellement à négocier. On a quasiment rien eu à négocier. Ça s'est fait relativement simplement. Et on a été très, très, très soudés. Ça, c'est sûr, c'est clair. On était 60 et les 60, on a fait bloc pour avoir le mieux possible. D'accord. Et voilà. Alors, donc tu étais salarié, tu te retrouves indépendante, deux mondes différents. On va revenir après sur le kiné, hein, mais là, comme ça, en première approche, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi de passer d'un statut salarié à un statut indépendante? Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est c'est la. Bah, c'est qu'en fait, là, j'ai quand même je suis indépendante sans vraiment l'être. Parce que Mhm. en tant que libérale, en fait, je dépends d'un système qui s'appelle la Sécu, en fait, et des mutuelles. Mhm. Donc, en fait, je suis faussement indépendante. Parce que la sécurité enfin, la stabilité de mon job que j'aime bien, enfin, du fait que je sais à peu près que quand même on aura toujours besoin de kiné et tout ça, euh, la contrepartie, c'est que je dépends d'un système sécurité sociale mutuelle. Et donc, ce qui est difficile, c'est que maintenant, j'ai pas de chef à gérer, j'ai pas de trucs comme ça, j'ai pas de hiérarchie, j'ai pas de politique de la boîte, etc. Mais j'ai la politique de la sécu. Et, euh, et ça, bah, c'est encore plus difficile que de gérer le salariat dans une boîte, quoi. Parce que c'est un gros monstre et on n'a pas de prise. Et oui, exact, exact. Eh oui. Et alors, on va revenir un peu sur kiné, on reviendra sur ça tout à l'heure. Euh, donc, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi kiné et pas ostéopathie, par exemple? Euh, Parce que Hormis qu'ostéo, c'est peut-être 5 ans déjà, d'ailleurs. 5 ans. ostéo, c'est 5 ans. Ouais. Ostéo, il y a pas de. Enfin, c'est un autre statut parce que justement, les séances ne sont pas remboursées, etc. Et il y a pas de sélection en fait. Et en kiné, il y a un numerus clausus et il y a un concours qui est très difficile, enfin qui est très difficile, qui est difficile. Et un ostéo, en fait, si tu peux payer l'école d'ostéo, tu peux être ostéo à la fin. Ouais, kiné, t'es un DE, hein, t'as un diplôme d'État. Bah, ostéo, si c'est un diplôme d'État. Mais la différence, c'est le numerus clausus. Ce qui Ah, fait ok, ok. Ok. qu'aujourd'hui, la seule différence dans la formation, c'est le nombre de personnes formées. Et aujourd'hui, le problème, c'est que on a plus d'ostéos en France qu'aux États-Unis. Euh, et beaucoup de personnes ostéo n'arrivent pas à en vivre parce que les séances n'étant pas remboursées et étant donné qu'il y a énormément d'ostéos à tous les coins de rue, en fait, bah, c'est difficile de pouvoir alimenter une clientèle à temps plein, quoi. D'accord. Alors Donc, qu'en Québec, toi, on a moins. ça fait partie des facteurs de décision au-delà de la discipline en tant que telle. De toute façon, si j'avais fait ostéo, j'aurais fait ostéo après kiné. Parce que la formation de kiné, elle est différente de la formation d'ostéo. Et, et moi, enfin, je voulais repartir avec le shiatsu. J'avais vu une certaine couche
de formation, mais moi, je voulais des bases, en fait. Je voulais vraiment les bases, je voulais des bases solides, en fait, des bases scientifiques, etc. Et l'ostéo, pour avoir lu pas mal de bouquins d'ostéo, c'est pas vraiment scientifique et solide. Et moi, je voulais d'abord commencer, repartir en fait sur des fondements. Donc, je me suis dit, je verrai ostéo plus tard. Pour l'instant, je vais être déjà kiné. Je veux que du scientifique. Enfin, dans cette première, pour construire en fait un savoir, quoi. Oui, bien sûr. Euh, d'accord. Donc, euh, qu'est-ce que ça t'a fait? T'as repris les études à quel âge? J'ai repris les études, j'avais 38 ans. Ça, c'est génial. Donc, quand il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se posent des questions et qui disent, ah, ça va être dur de retourner en cours, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que le faire à 38 ans, retourner à l'école, alors, un des plus que tu as eu, c'est que mine de rien, tu as déjà réussi à faire des études sup, donc avant un master. Tu as fait un master, hein, quoi, un DESS ou un master. Ouais. Non, non, j'ai fait un diplôme d'ingénieur, quoi. Oui, oui, quoi, c'est bac plus 5, c'est l'équivalent. Donc, à ce moment-là, tu avais déjà une habitude de travail. Ça, c'est quand même un plus non négligeable en termes d'études. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans un premier temps quand tu as repris tes études à cet âge-là? Ce qui a été très difficile, ça a été la mémoire, parce qu'en kiné, contrairement à ce que j'avais fait jusqu'à là, en kiné, il faut apprendre, apprendre, apprendre. Il n'y a pas grand-chose à dérouler en termes de... on ne te demande pas grand-chose en termes de raisonnement clinique, en termes Mhm. d'élaboration. Et en études d'ingénieur, c'est très, très différent. En fait, ton cerveau, il tourne pas du tout dans le même mode. C'est des modes complètement différents. Donc là, je me suis pris un gros mur, mais un mur énorme dans la tête, puisque apprendre par cœur, bah, je l'avais quasi très peu fait et j'avais été vraiment pas douée. C'est un peu comme les 2 premières années de droit où il faut vachement apprendre au départ avant de pouvoir un peu jongler avec les principes. Exactement. Exactement. Il faut apprendre avant de pouvoir jongler avec les connaissances. Il faut apprendre la physiologie, la pathologie, l'anatomie. Il faut tout apprendre. Et Ah, tu dis, là, j'avais le bouquin que tu devais connaître, en fait, tu devais connaître tous les éléments du corps pour d'anat, parce que même si au départ, tu as l'impression que ça sert à rien, à un moment ou à un autre dans ton cursus, et même dans la pratique physique, tu vas mieux comprendre le déroulé et le pourquoi du comment de la problématique, c'est ça? Oui, ouais, ouais. Après, tu as besoin d'apprendre les trucs. Après, moi, au début, j'ai eu vraiment du mal, hein. Enfin, ça a été enfin, même dans le fait de me dire que j'allais apprendre tout ça, ça a été. Je me suis posé la question si j'allais pas partir en courant, hein, alors que j'avais eu le concours. D'accord, donc tu étais dans une école, c'est ça, hein? Ouais, C'est une école, un centre de formation, c'est quoi? Comment ça se dénomme? c'est des écoles. C'est des C'est écoles. des écoles. Ouais, c'est des écoles de kiné. Et alors, tu étais avec des gamins de 22 ans, 23 ans, c'est ça. Tu retrouves, Et toi, encore, ils avaient même pas 20, ouais, ils avaient 20 ans, quoi, à peu près. L'âge de ah, mon fils, quoi. ouais, j'ai compris ça. Ah. Donc, tu te retrouves, toi, dans un milieu nouveau, pas du tout avec le même mindset, état d'esprit et lifestyle que toi. Comment tu l'as vécu, ça? Euh, je l'ai vécu enfin, j'ai trouvé ça super difficile d'un côté et assez facile de l'autre. Ils sont super sympas, les jeunes, franchement, ils sont hyper cool, c'est facile. Donc, il n'y avait aucun problème avec eux. Je m'entendais très bien avec tout le monde. Après, ce qui était difficile, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes problèmes. On n'est pas du tout dans la même problématique et tout ça. Et du coup, je me suis désocialisée d'une certaine façon. Alors, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais j'ai été très désocialisée quand même par rapport à ma vie d'avant. En fait, moi, j'avais des problématiques super différentes, quoi. J'avais une fuite chez moi le matin, j'avais un problème de plombier, j'avais un problème avec mes mômes, j'avais des problèmes. Mais ça, les petits jeunes de 20 ans, si tu veux, c'est pas leur vie, quoi. Enfin, donc, ils en ont rien à foutre. Bien sûr.
Alors qu'avant, tu arrives au travail, tu as eu ta fuite, voilà, tu demandes à tes collègues, ils vont t'expliquer, ils vont dire ouais, mais est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as regardé ça? Enfin voilà. Donc c'était différent. Et bon, il y avait une partie qui était. Enfin, d'un certain côté, c'était difficile, d'autre côté, il ne faut pas exagérer. Hein, enfin... Mais par contre, ça a changé mon regard sur les jeunes, en fait, sur cet âge-là. Je les Ouais, trouve hyper brillants, en fait. On ouais. leur demande, on dit toujours le niveau baisse, on dit toujours ouais, non, mais ils veulent rien foutre et tout ça. Bah, moi, j'ai croisé des gens qui avaient la niaque, qui étaient hyper sympas, qui étaient brillants, à qui on demande énormément, qui sont capables de subir quand même des grosses pressions. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé particulièrement injuste le regard qu'on pose sur eux. Intéressant. Ouais, c'est vrai, parce que de toute façon, le regard est posé. A posteriori, où nous, déjà, on se souvient même plus comment on vivait les cours à l'époque. Et en mode un petit peu réac, du genre, nous, à l'époque, c'était quand même autre chose, hein. Euh, Exactement. Et moi, je pensais aussi ça. Je me disais quand même, enfin, en gros, je disais, mes enfants, ils se la coulent plus douce que nous, c'est moins dur, euh, et tout. Et franchement, quand tu te remets exactement tu passes le même concours qu'eux, et tu as les mêmes examens qu'eux, et tout ça, tu es en stage avec eux, enfin, tout ça, tu vois que non, le niveau n'a pas baissé, ça, alors là, vraiment pas, quoi. et en plus, eux, ils tiennent les soirées. C'est ça. Toi, n'est pas le Eux, cas. ils travaillent très différemment de toi, voilà, ils tiennent les soirées, les fêtes. Bah, ouais, c'est logique. Ah, d'accord. Donc, ouais, ça, c'est intéressant, cette notion-là. Donc, d'un côté, c'est sympa parce que l'intégration se fait relativement facilement. Par contre, clairement, tu as une vie sociale qui est différente. Est-ce que ça t'est arrivé de revoir en dehors des cours des potes de là-bas? Parce que ça devient des potes à ce moment, quoi, des potes. Est-ce que ça devient des potes déjà? C'est particulier comme démarche. Alors là, c'est devenu, alors je peux pas dire que c'est devenu vraiment des potes. On est plutôt resté en mode relation. Il n'y a pas eu il y a pas eu de création d'un lien hyper solide. Après, D'accord. pendant les études, en elles-mêmes, en fait, on s'est quand même vachement serré les coudes. Hein. On était en binôme, en trinôme, on bossait ensemble. Enfin, franchement, on a été quand même très proches pendant les années d'études. Après, en fait, par contre, voilà, ils en étaient à se marier et s'installer. Bien sûr, bien sûr. Alors, à partir de ce moment-là, est-ce que tu as eu l'impression pendant tes études que ce que tu faisais avait plus de sens? Ouais, Ouais. carrément. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Là, d'un coup, tu t'es dit, autant avant, je crée une super cellule en Inde, de trucs de ouf qui avait un sens, hein, pour te faire virer toi-même. Mais ça servait pas au monde, entre guillemets, ça servait au chiffre d'affaires de ton entreprise. Là, d'un coup, il y a quelque chose qui a changé dans la perception des choses. Est-ce que ça a revalorisé? Alors, le terme est peut-être pas complètement juste, mais est-ce que ça a remis de l'estime de toi, l'estime de ce que tu es, l'estime de ce que tu peux apporter au monde, etc. Qu'est-ce qui a changé dans ce sens-là? Euh, euh, Ce qui a changé dans ce sens, c'est que mon métier, donc ma vie pro, me donnait l'impression de servir à quelque chose et à très court terme en plus, parce qu'une consultation kiné, c'est quand même pas très long. C'est quoi, une demi-heure, une heure max, et tu as un retour immédiat de la personne. Dans l'échange, en fait, on a un retour très rapide. Enfin, alors, des fois, ça prend plusieurs séances, mais bon, quand même, toujours en sortant de la séance, tu as une gratitude, tu as un échange qui s'est créé, tu as servi à quelque chose, tu as appris quelque chose à quelqu'un, tu as transmis, il s'est passé plein de choses qui vont quand même modifier, en fait, qui servent en fait quand même quelque chose. Et donc au jour le jour, sans se poser des questions sur dans 6 mois, est-ce que ce projet verra le jour, est-ce que je vais pas avoir quelqu'un au-dessus qui va décider d'autres choses et tout ça, non. Il y a enfin, c'est redevenu beaucoup plus en mode présent. Le Ouais. présent a beaucoup plus d'importance en fait. Et tu reprends une espèce de responsabilité des actes et des effets à ce moment-là, c'est-à-dire que tu es responsable de l'acte kinésithérapeutique que tu proposes avec le bien et le moins bien, et tu es responsable ou co-responsable, sachant que ton partenaire, ton client ou ton patient, je ne sais pas comment tu l'appelles, à ce moment-là, il doit aussi être acteur de quelque chose. Est-ce que tu as l'impression que ça rehausse ta responsabilité dans l'acte
et dans le travail que tu mets en place? Oui, moi en tout cas, je me sens plus investie dans ce travail-là que dans le précédent où j'avais énormément de mal d'avoir l'impression d'être un pion à qui on pouvait demander des trucs et lui enlever après, et lui remettre et lui enlever et tout ça. Donc j'avais l'impression avant d'être beaucoup plus un pion. Là, je n'ai pas du tout l'impression d'être un pion. J'ai l'impression que je prends ma responsabilité dans chaque séance et même après, pour pas rendre le truc trop bisounours, mais il y a des séances qui sont moins drôles que d'autres, qui sont moins sympas que d'autres et tout ça. Et quand j'ai des patients qui sont plus difficiles et tout ça, je prends toujours l'optique en fait de me dire que moi j'ai pas envie de me faire suer pendant une demi-heure, donc mon défi c'est justement d'essayer de passer de trouver comment faire une bonne séance même si les conditions elles sont un peu moins faciles que dans certains cas. La plupart du temps, on voit les ingénieurs comme je donne un gros stéréotype, mais c'est un peu geeker, un petit peu dans leur monde, pas forcément hyper sociaux. Comment t'as fait, toi, pour passer d'un côté où ça va être très process, très tâche à faire, à un côté très humain et même hyper humain avec des personnes dont, en plus, entre guillemets, on peut te l'imposer par le principe de la sécu, ou en tout cas, les gens, ils veulent leur séance avec toi. Comment tu as vécu cette notion de réhumaniser et vraiment centrer ton travail sur l'humain à ce moment-là, au lieu de, plus, de l'axe centré sur la performance ou le processus? Ça m'a fait énormément de bien parce qu'en fait j'ai jamais été geek, enfin j'ai rien à foutre dans la technologie, ça m'intéresse pas, donc en fait déjà en tant qu'ingénieur j'avais tout basé en fait mon savoir-faire entre guillemets sur quelque part la communication en fait. Voilà, ce qui m'intéressait en tant qu'ingénieur, moi c'était la communication avec les gens en fait, et c'était comment dès lors où j'ai compris que je ne ferais pas des maths, parce que j'ai dû faire des maths 2 ans quoi, en tant qu'ingénieur, après j'en ai plus fait, et dès lors où j'ai compris que je ne ferais plus jamais voilà, de fonctions mathématiques et tout ça, tout le reste me faisait particulièrement suer, donc en fait j'avais tout axé sur voilà, comment je pouvais mieux communiquer avec les gens, comment je pouvais obtenir ce que je voulais par la communication et tout ça. Mais alors moi, par contre, l'aspect geek, tu vois, je suis à 100 milieux. Hein, enfin. Non, mais je stéréotype souvent, tu vois, l'image qu'on a de l'ingé qui est quand même très process et parfois qui peut être un peu enfermé dans ces 10 process-là, alors que l'humain, au bout du compte, est beaucoup moins fonctionnel, entre guillemets, que peut Ouais. l'être un processus d'ingénierie, tout simplement. Le, D'accord. le, le mot qui fait trame entre les deux, quelque part, moi, c'est le terme d'efficacité, en fait. Quand j'étais ingénieur, j'étais censé être efficace, hein, en fait, c'était ma principale mission. Et là, c'est aussi d'être efficace, quoi. Les patients, je suis censée les amener à un résultat. Donc, en fait, c'est ça la trame commune, c'est l'efficacité, quand même. D'accord, donc ça, c'est ce qui va être le plus commun. Qu'est-ce qui va être le plus différenciateur entre les deux jobs pour toi? Euh, justement, quelque part, c'est la responsabilité, quoi. Là, il n'y a pas de politique d'entreprise autre que celle que je mets moi. Il Hmm. n'y a pas, il y a pas de, enfin, il y a rien hormis ma responsabilité, quoi. Et ça, c'est énorme. Du coup, c'est la différence là. Même si je suis responsable, co-responsable dans le traitement, hein, parce qu'avec un patient, hein, c'est pareil, c'est un travail de partenariat, hein, c'est un travail d'équipe. On est en travail d'équipe. Mais par contre, les objectifs, les stratégies, que ça soit financière, enfin, de tout est de ma responsabilité, quoi. Qu'est-ce que ça a changé le plus dans ta vie quotidienne, cette réorientation professionnelle? D'un point de vue déjà purement structurel et puis après d'un point de vue humain ou intellectuel, spirituel. Qu'est-ce que tu as senti comme changement? Déjà, est-ce que tu es plus heureuse? Est-ce que tu as, plus de joie à ton boulot? Est-ce que tu as, plus ouais, de choses positives par rapport à ça? Et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ça a changé énormément de choses. En tant qu'ingénieur, en gros, j'étais quand même globalement dans un comportement de fuite, c'est-à-dire que le boulot était quand même devenu
une souffrance. Une souffrance, on s'entend, hein, mais bon, c'était un endroit où j'étais pas bien, où j'avais pas envie d'aller, où je servais à rien. Et donc, quelque part, il y avait quand même intérieurement, il y avait moins j'y serai, mieux ça sera. Et du coup, j'ai investi énormément ma vie de famille. Enfin, c'était ma dernière priorité, en fait, le boulot. Alors que là, en fait, ce que ça a changé, c'est que mon boulot, c'est plus un boulot comme ça l'était. C'est plus un endroit de fuite. C'est en fait, même quand je rentre à la maison, je parle du même sujet avec mes amis, je parle de ça, je bouquine des livres de ça, je regarde des vidéos de ça, je discute sur des forums de ça. Enfin, j'ai Là, plus besoin de. c'est devenu un boulot passion, en fait. Là, tu arrives t'as développé une passion pour ça et vu que c'est une passion, bah, dans tous les aspects de ta vie, c'est quelque chose qui fait partie de toi maintenant, intégrante et que tu as envie de partager, étudier, comprendre ça. Ce qui n'était pas le cas avec l'ingénierie. Ouais, exactement. D'accord. Donc ça pour toi, c'est le plus grand changement que ça a fait dans ta vie de devenir une passionnée de ton travail, une passionnée parce que c'est plus que ton travail, c'est aussi d'un processus d'un cheminement physio, de tout ce cheminement-là. C'est ça? En fait, là où je suis contente, c'est que j'ai plus de cloison. Est-ce que je suis en train de travailler ou est-ce que je suis en train de m'éduquer, de m'intéresser à des trucs et tout ça. Il n'y a plus cette cloison. C'est le travail. Il faut pas que enfin, loin de moi le travail. Enfin, il n'y a plus de cloison. En fait, c'est ma vie. C'est juste ma vie. Maintenant, ma vie, elle comprend cette dimension-là, en fait. C'est intéressant parce que tu sais, c'est souvent, euh, en tout cas pendant des décennies, moi j'ai entendu, il y a le monde du travail, il y a le monde de chez toi. Il y a le monde privé, il y a le monde pro. Et moi, je sais que par exemple, de par ma manière de voir la vie, ma manière de bosser, comme je dis à tout le monde, je dis c'est pas le. Moi, j'ai eu la chance de développer un travail qui est en fait juste la suite de ce que je suis. Tu vois, j'ai toujours posé des questions, je me suis toujours interrogé sur la psyché, sur tous ces trucs-là. Donc pour moi, c'est pas un boulot, c'est ce qui me rapporte à un moment une rémunération, mais c'est pas un travail dans le sens une obligation, une galère, etc. Et j'ai moi souvent entendu, ouais, mais il faut savoir cloisonner, il faut savoir arrêter, il faut savoir, euh, il y a le moment boulot, puis arrête, t'es pas tout le temps au boulot, tu vois. Euh, Là, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu mets aussi en avant cette notion-là, la cloison qu'il y a, bon, bah, je suis au boulot de 7h à 17h le soir. Après, je pense plus au boulot, parce que maintenant, encore, les gens peuvent le faire parce qu'ils ont avec les téléphones, avec les smartphones, c'est facile d'être tout le temps connecté. Mais beaucoup disent, non, non, moi, je coupe mon téléphone, j'ai plus envie de penser au boulot. Toi, tu n'es plus du tout dans cette idée-là. C'est-à-dire que pour toi, il n'y a plus vraiment de forme de boulot. Est-ce que comme moi, tu as cette notion, c'est je vais aller juste me faire rémunérer un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui est emmerdant, gênant, une notion d'obligation un petit peu salariale, j'allais te dire, mais parce que bah oui, il te faut des sous, mais ça fait partie du kiff de ta journée. Ouais, enfin, c'est ça qui a complètement changé. C'est que maintenant, je travaille parce que j'ai besoin d'argent. Mais souvent, hein, au début, ça me l'a fait énormément. Quand j'allais au cabinet, je me demandais si j'étais pas payée, est-ce que j'irais? Mm. Bah oui, en fait. Et là, je le vois parce que les consultes, là, enfin, le confinement, les trucs que je fais, enfin, je le vois même quand je fais du sport et tout ça. Moi, j'en ai rien à faire d'aider des gens, enfin, de pas faire une consulte comme il faut, mais d'être sur le terrain, je donne des conseils. Enfin, c'est ma vie en fait, c'est pas mon boulot en fait, c'est plus c'est Ouais, pareil ouais. quand je rentre du cabinet, je vais parler avec si j'ai eu un cas où il y a des trucs où j'ai des doutes, bah, je vais parler avec d'autres kinés et pourtant je suis pas il est 19h, voilà, j'ai eu ma journée mais moi je me dis attends là, il y a quand même un truc, il faut que je comprenne qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qui s'est fait, et ça me fait kiffer hein, franchement, c'est Et ce décloisonnement-là, pour la vie de famille, est-ce que c'est pas complexe? Parce que tu vois, autant quand tu n'étais pas là à la maison de 9h à 18h et que tu rentres, bon, tu te dis, ça y est, at home. Est-ce que ton mari ou tes enfants, ils trouvent pas que tu es trop, alors là, ce coup-ci, je vais réutiliser ce mot-là, mais tu vois encore autrement, geek, genre, ouais, c'est bon, ça va.
t'es l'otaku de la kiné, tu vois. Comment c'est vécu, en tout cas, là, bien sûr, dans ton cadre à toi, hein, avec ta famille? Alors, oh, bah, ça, c'est varié, quoi. Il y a des fois où, quand ça les concerne vraiment, quand ils ont leurs propres problèmes, ils sont très très contents que je les cloisonne pas trop parce que le problème du mollet, le problème de ceci, le problème de cela, ils aiment bien qu'on en parle. Et par contre, si on commence, parfois ils me disent c'est bon, là on a compris. Euh, 'fin, Oh, après, quand on commence à partir j'essaye de leur, ouais, pas de leur transmettre, mais ouais, mais de leur donner ma vision des choses un peu plus large. Ou des fois, des fois ça les saoule, quoi. Ils sont hmm. là, ouais, maman. Voilà. Après, ils ont quand même vu, eux, le changement, hein. Enfin, c'est marrant, enfin, de voir à quel point j'ai transmis une image négative du coup de l'ingénierie. Parce que là, j'ai deux enfants qui auraient pu être intéressés par ça et qui en sont absolument, absolument écœurés, quoi. Enfin, veulent absolument pas rentrer dans ces voies-là. Et par contre, voilà, les voies de la santé, ils trouvent ça super intéressant et tout ça. Et ça, c'est bon, là, c'est ma responsabilité, hein. J'ai transmis une image pourrie. Ouais, bien sûr. Ouais, mais ton mari, il est ingé. Ouais, lui, il le vit bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais tu vois, ils auraient pu. Peut-être que il parle moins de son boulot et de ce qu'il aime dans ce boulot-là aussi. Il y a peut-être moins de Ouais, partage dessus. après, lui, il aime son boulot plus que moi, je ne l'aimais. Mais lui, il a vu aussi la reconversion, ce que ça a coûté enfin, au niveau énergétique et au niveau familial, ce que ça a demandé. Ouais. Donc, lui, il sait que la porte s'est fermée, quoi, après. Quand il y a eu son plan social à lui, il a fait non, c'est bon, on a payé assez cher avec toi. Parce qu'il y a eu un Ah. coût quand même familial énorme, hein. Ouais, ouais, tiens, c'est intéressant. Quel type de coût familial on peut vivre à ce moment-là? Bah, j'ai travaillé énormément pendant les études. Du coup, j'ai été très absente de la vie de famille par rapport à avant, où quand même, comme je travaillais pas beaucoup, je faisais énormément de choses et tout ça. Et là, j'ai disparu en fait quelque part de la vie familiale. Ouais. Ce qu'on pensait qui allait durer juste les 6 mois du concours, ça a duré 4 ans. Donc, c'était Ouais. là où un peu mal mesuré l'impact. Et, euh, et Mhm. là, ouais, là, ça a été vraiment un impact très lourd. Enfin, c'est la première fois qu'on s'est dit qu'on allait peut-être divorcer, quoi. Ah ouais, ouais, C'est, d'accord. Ouais, à tel point que tu n'étais plus la même personne. En fait, c'est intéressant parce que tu reviens à un des points qu'on met souvent en avant dans l'accompagnement psy, c'est dire aux personnes, attention, pense à une chose toute conne, l'écologie du système. Si tu ouais. commences à toi de modifier et dire, ouais, mais là, je fais ma passion, mais qu'en fait, tu es en train d'emmerder et de contraindre les gens à ta nouvelle façon de vivre, il peut y avoir des crashs assez importants parce qu'à ce moment-là, les gens, ils attendent pas ça. Quoi, les gens, je parle de la famille ou les proches, et ils n'ont rien demandé ce mouvement de changement intérieur et même professionnel à ce moment-là. Ce qui est Ah cool. ouais, ouais, bah, le plus dur, ça a été le plus dur du changement, ça a été de mener la vie de famille, la vie familiale pendant les 4 ans. Ça a été vraiment difficile. Et, euh, et pas du tout, je l'avais pas du tout mesuré en fait. Bien sûr. Non, Je me c'est un super non, conseil. pas- Ouais, tu disais? non, je me suis pas rendu compte de ça. Et il y a une personne qui, après mes études, donc m'a demandé si je le referais. Ouais, ouais. Euh, bon, maintenant que je sais le coût que j'ai payé quand même, parce que j'ai payé une grosse facture, et, euh, et ben, je suis pas sûre en fait. Je crois pas que je le referais en fait. Si j'avais su que ça serait aussi difficile quand même, euh, je crois, même si ma vie maintenant elle est vraiment sympa, les 4 ans que j'ai passés, enfin j'ai quand même pris un gros risque pour la vie familiale et j'ai eu de la chance, ça a bien tourné, Ouais. mais si j'avais su, je l'aurais pas fait. C'est intéressant parce que tu vois, on revient dans ce cas-là à Bénis ou à Lesso, tu vois, dans le sens où euh, là, tu parles pour ça. Je voulais faire un parallèle avec tu sais, les parents qui ont jeunes les enfants. Et en même temps, c'est le meilleur moment parce que tu n'as aucune notion de plein de choses.
Et donc, tu plonges dans une aventure où quand tu leur demandes 10 ans après, ils vont te dire, ah non, mais j'aurais jamais, en sachant ça, je l'aurais jamais fait. Et je crois qu'il y a un truc assez, tu vois, nous qui sommes beaucoup dans une quête de connaissances, d'apprentissage et tout, il y a des moments, je pense qu'être un peu complètement néophyte et complètement naïf dans une expérience qu'on va vivre ou qu'on va mettre en place est certainement bien plus bénéfique que si on commence à savoir. Si on sait, il peut y avoir beaucoup de blocages qui se mettent en place, même si par instinct, on va tenter de faire des évitements de ce qu'on est en train de percevoir. Génial. Ouais, dis-moi. Quand quelqu'un me dit ah mais quel courage t'as eu et tout ça, je fais ah non non, ça n'a jamais été une once de courage. J'ai été inconsciente, c'est très différent. C'est parce que je ne savais pas à quoi j'allais m'attendre que et j'ai péché aussi. Enfin, c'est aussi c'est de l'inconscience et c'est de l'ego, hein, parce que j'ai cru, tu vois, j'étais ingénieur, je gérais des Chinois, des Indiens, j'avais des équipes, je travaillais pas trop, je gagnais bien ma vie et tout ça. Je me suis dit c'est bon quoi, kiné, je vais y arriver à faire ces études quoi, tu vois. Enfin, c'est pas, j'étais pas en train d'essayer d'être chirurgien neurologique quoi. Enfin, tu vois, faut quand même me disait c'est bon. Et ben c'est là où tu vois, je me suis dit bah tu vois non, pas forcément quoi. C'est pas parce que tu as été capable de faire des trucs que. Et là c'est pareil quoi. Mon ego s'il avait été un peu plus bas au départ, peut-être j'aurais moins souffert. Mais j'ai Ouais. pris cher à cause de ça aussi parce que je m'étais dit. Enfin, dans mon choix, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, c'était ça. C'est maintenant que j'ai eu le concours, je sais que le reste, je vais le dérouler. J'ai géré des trucs quoi, difficiles, des pressions et tout ça. Bah ouais, mais pas comme ça quoi. C'est génial ça. Ouais, ouais, comme quoi, hein, je pense que on a un vrai. Quand on dit qu'il faut être conscient de tout, je pense que l'inconscience peut vraiment nous aider à faire de bonnes choses à certains moments. Ça sera un sujet intéressant à dérouler. Ok, pour conclure, quel conseil tu donnerais aux personnes qui justement se lancent? Est-ce que tu leur dirais renseignez-vous à fond ou dirais bah, vous le sentez, tentez l'expérience? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je pense qu'il y a. Je pense que c'est pas juste une décision interne en fait. Je pense que c'est toujours une situation en fait et qui va créer des possibles. Et et c'est pareil, c'est quand même des graines qui mûrissent. Moi, ça faisait quand même 10 ans que je savais qu'il fallait que je change, que je réfléchissais. Ma formation en shiatsu, tout ça, c'était pas non plus complètement anodin. Enfin, je commençais à placer des pions en fait dans ma tête, enfin des sources d'intérêt. Je savais pas comment j'allais trouver des équilibres, mais, euh, mais, mais les choses pour moi ne se prennent pas. Les décisions se prennent pas en mode tout ou rien d'un coup. Ouais, je bazarde tout, je change tout. Non, c'est des choses où on place. En fait, si j'ai pu aller en kiné, c'est parce que j'avais fait 7 ans de shiatsu, parce que ça faisait 10 ans que je m'intéressais à ça, que je traînais là-dedans et que je savais que c'était ma voie, que ça me plaisait de lire ça. C'est pour ça qu'il y a un moment donné où quand je me fous le coup de pied au cul, je suis prête en fait, parce que ça fait longtemps que le système, je l'ai maturé. Donc en fait, c'est un peu c'est pour ça que la situation, j'ai réussi à la vivre aussi, et puis que Fred, enfin que mon mari, il a été capable de se taper les contraintes aussi, parce qu'il savait que c'était un changement de vie, mais que de toute façon, il fallait qu'on y passe, parce que moi, c'était plus vivable depuis longtemps, en fait, la situation que je vivais en tant qu'ingénieur. Donc tout ça, c'est mon système aussi, il était prêt quelque part à se dire, maman, il y a un jour, elle va changer parce qu'elle en a marre. Donc je pense que il faut être réaliste, que par contre, que c'est pas qu'on y trouve en fait des sources de plaisir, mais qu'on y laisse beaucoup de plumes. C'est intéressant parce que là, tu es en train de mettre en avant quand même quelque chose d'important. Il y a beaucoup de personnes qui sont en conversion professionnelle et en gros, ils ont des opportunités, quoi, plus ou moins d'opportunités. Il y a des questions qui se posent. Il y a des moments, les personnes se disent juste, ah, j'aime bien, bah, je parle de moi, ma profession, donc de l'accompagnement. Ah, bah, j'aime bien les gens, donc je vais faire de la sophro, de l'hypnose, de la PNL, etc., etc. Et, et vu que c'est des études qui sont très courtes, c'est des formations extrêmement courtes, la plupart du temps, les personnes se disent j'aime bien, donc je vais faire. Et je trouve que tu as complètement raison, et c'était une des remarques que j'avais fait il y a quelques années à des personnes qui me disaient Pan, comment on peut faire pour devenir accompagnant. Et je leur avais dit ça t'est venu comme ça de vouloir accompagner les gens?
Non, j'ai toujours aimé les gens. Mhm. Mais est-ce qu'à un moment, je sais pas, quand tu étais en terminale ou quand tu allais choisir pour ton bac ou à un moment donné, même quand tu as fait un BEP ou autre, est-ce que tu t'es dit à un moment, je vais aider l'humain? Tu te dis, je vais faire AS, assistant social, je vais faire euh, ouais, éducateur, je vais faire psy, je vais faire truc. Parce que moi, je suis toujours hyper étonné du truc du jour au lendemain où les gens te disent, ah non, mais moi, j'adore ça. Non, je pense que c'est tout un cheminement qui se met en place depuis des années. Il y a X années, tu t'es dit, putain, j'aimerais bien faire ça. Tu te mets au shiatsu, tu te mets à des massages, tu te mets à des choses. Et petit à petit, tu dis, ouais, ça, j'aime vraiment. Parce que en plus, tu as le concret, tu as la vie, tu as le réel. Tu n'as pas le fantasme. Le problème du truc du jour au lendemain, c'est le fantasme. Le fantasme d'être son propre patron, le fantasme de se dire, ah, il suffit que je fasse ça et je gagnerai tant, ce fantasme de plein de choses. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que et moi, c'est ce que je pense aussi, c'est qu'il y a une maturation et une maturité à avoir dans une démarche qui a déjà été enclenchée alors, je pense années plutôt, ça ne veut pas dire 20 ans avant, hein, mais 1 an, 2 ans après ou avant, où on voit qu'il y a déjà des actions qui ont été mises en place et déjà des matchs à se dire, ouais, ça me plaît vraiment, ça j'aime moins. Tu vois, par exemple, tu peux masser et te dire, j'aime le shiatsu, mais j'aime pas le californien. J'aime la réflexo, mais j'aime pas le massage thaï, etc. Donc déjà, tu deviens de plus en plus précis dans ce que tu es prêt à faire au quotidien. Et est-ce que tu es prêt à masser toute la journée? Est-ce que tu es prêt à masser toute la journée à genoux? Est-ce que tu préfères amasser sur table? Déjà, rien que ça change absolument tout dans la forme de travail qu'on veut mettre en place. Je trouve que c'est intéressant comme feedback, hein, vraiment cette notion de mûrir la transition et parfois sauter sur l'occasion, clairement. Mais si on saute sur l'occasion et qu'on n'a pas mûri le truc, on risque de se péter la gueule. Je reprends la vidéo que j'ai mise ce matin, donc que j'ai fait hier avec Sony, qui disait tout le monde veut devenir coach en ce moment. Et en réalité, 50% des coachs qui se lancent sportifs, 50% sous 2 ans reprennent un autre boulot ou reprennent leur ancien boulot. 25% de ceux qui restent, ou 50% de ceux qui restent, vont arrêter ou vont devoir compléter avec un autre travail. C'est intéressant ça, tu vois, comme notion. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait une transition qu'en plus il y a une réussite possible et qu'il y a vraiment des choses à voir parce que ce n'est pas que plaisir, c'est aussi contrainte. Non, non, c'est voilà, c'est ça. Et je pense que c'est surtout dans la reconversion, parce que les gens ont de l'expérience, donc ils savent en fait, ils ont déjà acquis des expériences, ils ont déjà fait les problèmes financiers, les problèmes familiaux, les problèmes tout ça, ils ont déjà donc ils savent aussi mieux gérer. Enfin, moi je trouve qu'on sait mieux gérer aussi dans la reconversion, c'est mieux gérer aussi nos priorités. Qu'est-ce qu'on peut lâcher? On peut lâcher peut-être du temps de travail, mais on ne peut pas lâcher financièrement, il faut être sûr, ou le contraire, financièrement on a de la marge, mais au niveau du temps on a des contraintes et on ne pourra pas faire autrement. Enfin, et on a une vision en fait de ce qu'on veut bien, ce qu'on ne veut pas, etc., qui est beaucoup plus nette en fait, qui s'est affinée en fait. Préparer pour la reconversion, en fait. Apprendre à penser à sa reconversion plutôt que par l'obligation, même si tu dis qu'il faut un moment un coup de pied au cul pour peut-être dépasser et aller au-delà et pas simplement rester en mode projet. Ouais. Ok, bah, je te remercie pour tout ça. Je pense qu'on fera d'autres podcasts sur d'autres sujets, mais je trouve que c'était intéressant. Je trouve que cette notion, en plus de vie et de changement, peut vraiment ouvrir des pensées aux gens, des réflexions, des plus et des moins de ce qui peut être vécu. Bien sûr, ça reste une expérience perso. Je te remercie et à très vite. À plus.